Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode dans la voûte Rouge et Or. Aujourd'hui, dans la voûte, on fait un bond d'un peu plus de 16 ans dans le temps pour renouer avec une conquête d'un titre de football canadien, la Coupe Vanier 2003, la deuxième de l'histoire du Rouge et Or. Avec nous dans la voûte aujourd'hui, il était le corps arrière de l'équipe championne de l'époque. Salut Mathieu Bertrand. Salut Matt, comment ça va? Très bien. Un joueur clé en défensive de cette édition 2003, le demi-défensif Pascal Masson. Salut Pascal. Salut boys. Merci, messieurs, de jouer le jeu et de replonger dans vos souvenirs. On a souvent parlé de la première Coupe Vanier en 99 et bon, avec raison parce que la première a toujours un cachet particulier. Cette année, on a fêté le 20e anniversaire de cette conquête-là. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez souvent de cette victoire-là de la Coupe Vanier en 2003. Pourtant, il y a tellement de choses à aborder dans tout ça. D'abord, ça peut sembler bizarre de parler de ça aujourd'hui, maintenant que le Rouge et Or a 10 Coupes Vanier à son actif, mais dans les 3 saisons qui ont suivi le premier titre en 99, le Rouge et Or est arrivé à court. 2000, défaite en finale québécoise contre Ottawa. 2001, défaite en demi-finale canadienne contre St. Mary's. 2002, défaite en demi-finale québécoise contre Concordia. Mathieu, toi qui as vécu la première conquête en 99, est-ce que tu commençais à douter un peu que vous pourriez revivre cette euphorie-là à ce moment-là? Moi, à partir de 2002, je croyais qu'on avait l'équipe pour gagner la Coupe Vanier en 2002. Puis le fait qu'on ait perdu contre Concordia, ça a été une grosse déception. En même temps, on va donner le crédit à Concordia. Il y avait Jean-Michel Paquette qui était excellent à l'offensive. Il y avait un grand corps arrière américain également. Mais la défaite de 2002, elle a été un petit peu... ça a sonné le glas, là, dire comme « Hey, on avait l'équipe pour se rendre. On ne l'a pas fait. » Donc, je pense qu'on s'est retroussé les manches par 2003. Il ne fallait pas manquer notre coup. Toi, Pascal, parce que dans le fond, il faut dire qu'en 2003, pour tous les deux, ça allait être la dernière année à Laval. Pascal, toi, tu es arrivé en 2000, donc tu n'avais pas encore connu les joies d'un titre national. Après 3 saisons qui finissent plus tôt qu'espéré, étais-tu dans le même état d'esprit? Mathieu, il vient de le décrire. Pour moi, la 2003, c'est l'année de la rédemption. J'ai choisi l'Université de Laval personnellement, puis comme plein d'autres joueurs, suite à la conquête de la Coupe Vanier 99, l'organisation, l'équipe avait accompli des affaires incroyables en allant gagner une Coupe Vanier en peu d'années. Puis on se disait, et voilà, c'est l'équipe qu'on a besoin au Québec et on avait embarqué là-dedans. Donc, après ma première année recrue, on réussit pas à gagner, mais c'est tel que tel. 2001, cuisante défaite à St. Mary's, on disait on n'était pas prêt. 2002, c'était pour nous, la majorité des gars dans l'équipe, notre année. On se disait, on est là. Et là, surprise monumentale, défaite en demi-finale. On ne se rend même pas à Coupe d'Andubar, défaite chez nous. Je me souviens très bien en 2002, après cette défaite-là à Concordia, on est dans le vestiaire, il n'y a pas un son. Il n'y a personne qui pleure. Hein. Souvent, après les défaites, le monde, c'est la tristesse. On était assis et on est comme juste vraiment déçus de nous-mêmes. Ouais. À ce moment-là, on se dit, ben voyons donc, qu'est-ce qu'on vient de faire là? C'était tellement décevant comme performance annuelle, hein? Parce que pendant toute l'année, ça avait été so-so. Cette défaite-là, c'était exactement la claque qu'il fallait qu'on mange pour se préparer. Là, on est embarqué dans un vibe complètement différent au niveau de la préparation physique. Et là, on n'avait plus de filet de sûreté en dessous de nos pieds pour l'année qui s'en venait. On n'avait plus le « Ouais, mais tu sais... non. 2003, là... 2003, tu ne gagnes pas 2003. Puis là, tu sais, je fais des grosses citations, mais tu ne gagnes pas 2003, puis la dynastie, elle n'est peut-être pas. Parce que, tu sais, là, c'était le gap entre 99, 2004, 2000, tu sais. Avec 2003, pour moi, on en devait une à Québec, aux partisans de Québec, à l'organisation, à M. Tanguay, à Glenn, à Marc, à Jules, à tous ceux qui avaient investi depuis des années, qui avaient réussi à bâtir de quoi d'intéressant jusqu'en 99. Là, ça nous appartenait. Ce qui a fait de mal aussi en 2002, on perd contre Concordia. Concordia va perdre contre McGill. McGill nous représente. Ben oui, McGill nous représente pour représenter le Québec. On avait battu pendant la saison McGill, je pense, 48 ou 49-0. On se dit, oh my God, what a disgrace. On était honteux cette année-là. On n'était même pas dans le top 10 après les playoffs.
En tout cas, On a mis la table pour 2003, clairement. On peut passer cette année-là en revue. Puis c'est une année record en offensive. C'est un record d'ailleurs qui, dans l'histoire du RSEQ qui tient toujours. Puis j'ai de la difficulté à croire que ça pourrait être battu. Jamais une équipe n'a marqué autant de points que le Rouge et Or en 2003. 481 points en 8 rencontres. Une moyenne de 60 par partie. Il faut dire que vous aviez eu 2 matchs consécutifs de plus de 90 points. Ouais, 94-0 à Sherbrooke, alors que le Vert et Or disputait sa toute première saison. Puis la semaine suivante, back-to-back, ça, en plus. Or à la maison, 92-3 contre Bishops. Qu'est-ce que vous vous rappelez de ces parties-là? Ben moi, je me rappelle de ces parties-là. Moi, j'avais pas eu beaucoup de plaisir la game contre Sherbrooke parce que déjà là, je savais que j'allais pas jouer beaucoup. Donc, moi, j'étais comme, bon, on a fait ce qu'on avait à faire au premier quart. Puis, Colin contre Sherbrooke, et je me souviens, la défensive marquait des points, les unités spéciales marquaient des points. Nous, on touchait quasiment pas le ballon à l'offensive. Fait que, ça en était comme des matchs frustrants un peu pour l'offensive parce qu'on n'était jamais sur le terrain. Puis, le scoreboard, il continuait à monter. On dit, Colin, on veut jouer, nous autres aussi. Puis, contre Bishop, par contre, la game d'après, on avait scoré, je pense, 92 points. Puis là, on les avait toutes faites à l'offensive. Fait que là, ça avait fait un peu plus notre affaire. Et vous vous rappelez du match qui a suivi ces 2 dégelés-là? Parti à Concordia. À Concordia. Sous la pluie. Vous aviez perdu 38-30. Ouais. Un dur retour sur terre, ça? Oui, mais tu sais, bon, le match contre Sherbrooke, comme Mathieu a dit, moi, je pense que j'ai joué 3 jeux, puis après ça, on était en break. Je me souviens de Glenn qui est fâché après des porteurs de ballon parce qu'il court, hein? Il court avec le ballon en plein milieu de terrain. Puis il regarde au sideline en disant « Je continue-tu? » Puis là, Glenn, il veut qu'on arrête de faire des points. Mais Bishop, ça, je me souviens. Matt, tu te souviens de ton toucher contre Bishop où Mathieu, il recule. Il pense qu'il doit être à peu près au 30 sur le terrain. Puis il part à courir en plein milieu du terrain. Je te le dis, je pense que 11 des 12 joueurs sur le terrain ont touché à Mathieu. Il a passé à travers tout le monde puis il a scoré. Ça, c'est un des plus beaux touchés que j'ai vus. Dans ma vie comme joueur, là, c'était hallucinant. Et là, on s'en va à Concordia. Concordia, qui est en ce moment, dans ces années-là, ce que les Carabins sont pour le Rouge et Or. C'est notre rivalité. C'est du monde qu'on déteste. C'est du monde qui nous déteste. Et là, on se pense bon. Là, hein? On arrive à Concordia puis on se pense vraiment bon. On a scoré 200 points en 2 games. Puis, et à la demi, si je ne me trompe pas, là, de mémoire, c'est 35-7. OK? C'est 35-7 à demi. On est arrivé là. La première fois qu'on sort le saut tout blanc, hein? Les pantalons blancs, le saut, il pleut à si haut. Disons que les O-line, ça fait pas trop beau, là, habillé tout en blanc mouillé. On sort pas fort pantoute. Puis là, à demi, on se lève dans le vestiaire puis on dit « Sérieux, les gars, là? On va pas revivre ce qui se passe depuis les dernières années, là. On est ailleurs, là. » Et cette deuxième demi-là, ils ont scoré un placement. C'est 38-30, dernier jeu de la game. Je pense qu'on a fait une grande finale, puis on était pour le toucher. Tu avais essayé de lancer avec la droite. Essai, puis, ouais, mais ça, c'est une légende, ça. Je l'ai lancé de la droite, mais c'était une passe à cause que le ballon était tellement mouillé que je m'étais fait accrocher par le bras, puis le ballon était tellement mouillé que je le lance par la gauche ou par la droite. C'était ça la change même rien. Mais le receveur l'avait échappé dans la zone début. Puis avec les années, c'est drôle parce qu'avec les années, cette passe-là, c'est rendu une passe de 30 verges. Oui, c'est ça. C'est ça. On était en ligne de 2 finalement. Après cette défaite-là, évidemment, vous aviez retrouvé vos repères. Il y avait eu un gain contre McGill. Puis venait ensuite un affrontement que j'imagine était pas mal encerclé dans votre calendrier, une visite à St. Mary's pour affronter les Huskies. Vous aviez des comptes à régler à ce moment-là. Hein? Bien, les Huskies, qu'est-ce qui arrivait, c'est que depuis 2 ans, en 99, on avait gagné contre eux. Eux autres avaient gagné en 2001-2002. Eux autres, ils allaient pour le three-peat. En 2001, on avait vraiment eu une mauvaise expérience la dernière fois qu'on avait été là. On avait vraiment mangé une bonne volée, une des bonnes de l'histoire, en plus sur l'échelle canadienne à la télévision. Donc, c'était une défaite quand même assez gênante. C'était une équipe qui était à maturité. Nous, on était prêts, mais on ne savait pas trop dans quoi s'attendre. Là-bas, on s'attendait à un gros match. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? On a sorti des blocs vraiment forts. On avait une belle équipe. Mais oui, on les a battus par 40, je pense, 40 points. Mais je pense que notre défensive, elle avait créé à peu près 6 ou 7 turnovers. Donc,
oui, on avait profité de toutes ces occasions-là, puis c'est pour ça que le score est un écart, parce que c'était une super équipe de football encore. C'était une grosse machine de football. Les autres y allaient pour un 3e championnat canadien de l'année. Mais ça a été un voyage. Puis qu'est-ce qui est le fun avec une équipe de même? Ben, tu fais un gros voyage, du team bonding, tu vas manger au keg, c'est le monde, ils apprennent à se connaître, tu es dans l'hôtel, c'est une grosse victoire comme ça, le monde. Fait que c'est sûr qu'après cette victoire-là, la confiance était à point. On parle de team bonding, puis justement, il y a quelque chose qu'il faut aborder, le fameux acronyme FTF. Et les fans du Rouge et Or, vous avez assurément déjà vu ça, c'est écrit parfois en noir sur les bras des joueurs. Ça, Pascal, tu me disais que c'est lors de ce match-là contre St. Mary's que ça a commencé, tout ça? Ben c'est là, je peux définitivement pas te donner toute l'histoire au complet parce que c'est une histoire, t'es un privilégié quand tu connais la vraie histoire du FTF. Mais effectivement, c'est lors de ce voyage-là, puis Mathieu parlait de team bonding puis de sortie. On avait une sortie de joueurs la journée avant le match qui nous avait créé ce que le FTF veut dire à partir d'un événement. Et c'est lors de la présentation des joueurs qu'un de nos collègues, Jean-François Jonca, qui, dans toutes ses émotions et dans son naturel, Jean-François, c'était pas un leader qui parlait beaucoup, hein? C'était pas un gars qui disait grand-chose, mais lors de la présentation, puis c'était à son tour d'être nommé. Puis il y avait beaucoup d'animosité lors de cette présentation-là parce que St. Mary's a décidé de se mettre au centre du terrain, de nous narguer. Je me souviens très bien de Yves Hercule, c'était un joueur recru à ce moment-là. C'était un bon joueur de foot et avait décidé de les confronter. C'était présenté sur le terrain en les pointant. Et ça l'avait déclenché beaucoup de rage. C'est comme tout le monde avait dit « Hey, tu sais, non, c'est fini St. Mary's. Ce qui s'est passé en 2001 sur ce terrain-là, ça ne se repassera pas. » Et lorsque Jean-François avait été nommé sur la présentation, il était sorti du terrain en criant ce que le FTF veut dire. Et là, ben nous, sachant très bien qu'on ne pouvait pas nécessairement utiliser ces mots-là de façon constante, ben on a rétréci le tout. Et le FTF est né et c'est le fun d'en faire partie. C'est une fierté. Quand aujourd'hui, on va voir des matchs, tu sais, Mathieu est coach, j'ai eu la chance de coacher aussi, mais quand maintenant, je vais le voir comme partisan et je vois les jeunes porter le FTF, maintenant, c'est au niveau des partisans. Les partisans, ils parlent de ça, d'avoir fait partie de l'édition qui a créé. Puis c'est quand on connaît l'histoire, c'est encore plus magique. Fait que, ça ressemble à ça. Ouais, c'est de là que c'est parti. Mettons qu'on bip, là, ça veut dire quoi? Travail, fierté. Ça, il faut être original et créatif pour le savoir. Après le match contre St. Mary's, vous étiez parti pour la gloire. Clairement, il y a une victoire facile à la maison contre Montréal pour terminer la saison régulière. Victoire de 47-7 contre McGill en demi-finale québécoise. Et là, pour la Coupe Dunsmore, vous retrouviez l'équipe qui vous avait infligé votre seule défaite de la saison, les Stingers de Concordia, avec la rivalité de l'époque qu'on parlait tout à l'heure. Cette fois-là, il n'y a pas eu de doute sur le résultat final. Puis j'imagine que vous aviez ce faux pas en tête en approchant ce match-là. Hein? Il n'y a pas eu de doute. Mais moi, je me souviens très bien, le premier jeu à l'offensive, nous, on voulait être agressif, exactement comme la game à McMaster. On avait été pour une longue passe. On a complété ça à Jean-Frédéric Tremblay. Tout est beau. Hein, la foule est en délire. La première affaire, notre défense, un big stop. On retourne à l'offensive. On commence à driver. À un moment donné, whoop, j'échappe le snap. Le snap est un peu haut. J'échappe le snap. La défensive de Concordia récupère le ballon, score un touché. Donc là, c'était silence dans le stade, c'était 7-7. Nous, on avait le momentum au début. Là, ça a comme fait « Wow, OK! » là, mais finalement, on s'est ressaisi. Mais ça avait choqué un peu. Là, ça avait comme « Oh! » Mais ça avait montré le caractère que l'équipe on avait. On disait hey, « Non, not this time. » Ça se reproduira pas. Il faut savoir que Concordia avait exactement la même équipe que l'année d'avant. Là. Yeah. Le joueur dont Mathieu parle, c'est Mickey Donovan. Les deux frères Donovan, Mickey et Pat Donovan. Mickey et Pat étaient là. Le carrière John Bond, il mesurait à peu près 6 pieds 8. C'était le même corps arrière, des receveurs rapides, des Jean-Michel était là encore. Ouais. C'était une équipe super agressive. Puis je me souviens du premier jeu. Ils sortent en Sting, Cover Zero. Donc, c'était leur marque de commerce d'amener de la pression. Puis Justin, Jean-Frédéric Tremblay puis Mathieu, ils avaient préparé ça toute la semaine. Nous, on n'était pas au courant, là. Mais quand on a vu la première passe, on se disait « Mais hey, t'as raison, Matt. » C'était comme
Mickey Donovan qui a scoré son toucher à 7-7 a dit OK, attends. Mais tu sais, l'attaque était tellement puissante. Puis on avait un carrière en Mathieu avec une expérience et un leadership incroyable. Il a repris ça. À 14-7, on a joué physique. Il y avait des gros gars l'autre bord. On a joué vite physique. Puis ça avait été un beau match de foot. Surtout que dans la saison 2003, il y a beaucoup de choses qui étaient sorties dans les médias de la part des Stingers de Concordia qui laissaient sous-entendre que l'équipe, tu sais, ce que tu entends aujourd'hui de l'avant, on sait bien, l'avant, on sait bien, tu sais, puis ça a commencé un peu, là, cette publicité-là, puis nous, on le prenait personnellement, tu sais, des joueurs qui avaient travaillé si fort, puis de se faire, tu sais, de se faire pointer du doigt dans les journaux sans encore avoir gagné Coupe Vanier, là, pour ma part, là, donc c'était, ah ouais, vous voulez vraiment dire ça, ben, on va vous donner des bonnes raisons de le dire. Et vous voilà ensuite rendu en demi-finale canadienne pour l'obtention de la Coupe Mitchell. Prenez la route de Hamilton pour affronter les Marauders de McMaster de l'entraîneur-chef Greg Marshall. Une équipe qui était invaincue, sa 4e présence de suite dans le carré d'as. Et bon, avoir le score final, l'écart de 4 points, on se doute que ça a été serré, mais ça a été beaucoup plus que ça. Ça a été tout un match. Puis, Pascal, si je ne me trompe pas, tu avais donné le ton à ce match-là dès le départ. Hein? Oh yeah. Écoute, ce match-là, là, il y en a plusieurs là, qui ont apparu, dont contre McMaster dans les années suivantes. Là. Je pense que le top 3 de Laval dans les meilleurs matchs, peut-être 3 games contre McMaster, probablement que celle-là en fait partie. On faisait beaucoup de bandes vidéo. Personnellement, j'en faisais beaucoup pour savoir comment mon receveur allait courir ses tracés, puis aller chercher le plus de clés possibles pour pouvoir, là, disons que j'étais un bon joueur de poker, j'aimais ça gambler, puis je me souviendrai d'une situation particulière où on a fait des vidéos dans la semaine, puis il y avait une formation dans une situation de 2e essai et court où il y avait une tendance du côté du coordinateur à l'attaque de McMaster de vouloir attaquer le corner du côté court sur une passe rapide. Et pour savoir la couverture, bien, ce qu'il faisait, c'est qu'il envoyait 3 receveurs d'un bord. Il laissait le corner tout seul de l'autre côté. Puis si son demi-défensif, qui était Mathieu Proulx avec moi, du même côté dans ces années-là, restait du même bord, bien, il allait prendre son porteur de ballon, il allait le sortir du même côté. Puis là, il savait que c'était la couverture 3, une couverture de zone, donc il y avait une passe facile sur les lignes de côté. Fait que moi, j'avais bien averti Mathieu Proulx parce qu'on jouait beaucoup de couverture 3 dans ces années-là. Ça veut dire que moi, je devais jouer plus profondément. Et puis, pour moi, la couverture 3, puis Glenn, c'était bien... il n'aimait pas tout le temps ça, mais pour moi, la couverture 3, c'était pas nécessaire... ça ne voulait pas dire nécessairement que j'allais jouer profondément. Ça dépendait des tracés. Puis je savais qu'à ce moment-là, j'avais une clé. Et juste avant le jeu, ils sortent dans cette formation-là. Puis je regarde Matt Proulx. Matt Proulx, lui, c'est un gars droit. Hein? Il fait ce qu'il a à faire. Puis là, j'avais dit, hey, là, je dis juste avant le jeu. Puis là, tu sais, ça dure comme 4 secondes, ce que je vous dis là. Ça va vite, là. Puis, hey, le 34 sort, tu le suis. Moi, je saute sur le trait. Tu sais, moi, je jump le route. Puis il m'a dit, hey, non, mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Là, on le voit bouger. Puis là, j'ai dit, Matko! Il me regarde, non. Puis là, bam, j'ai sauté ça passe. Je savais tout de suite, c'était exactement le jeu. Ça a tourné, c'est ce qu'on appelle un pick six. Ouais. Et à un certain moment, au deuxième quart, vous meniez 22-5, mais McMaster avait un gros club aussi cette année-là. Mais McMaster, c'est sûr que nous, on avait eu l'expérience du Rouge et Or de 99 quand on avait été à McMaster, puis on les avait trouvés. Tu sais, on avait une bonne équipe en 99, mais on avait été là-bas et on les avait dominés. Tu sais, on trouvait qu'on était plus gros physiquement. Et tout. Puis là, on entendait parler de McMaster cette année-là, que là, il est arrivé à maturité, puis il y avait Jesse Lumsden qui était leur porteur de ballon. Puis je vais te le dire, franchement, Matt, ça trash-talkait pas mal dans les journaux. Je me souviens des quotes de Jesse Lumsden. Hey, ils n'ont jamais joué contre une équipe vite comme ça, speed kills. Tu sais, en même temps, ils étaient confiants en leurs moyens, puis ils étaient vite parce qu'il y a une dizaine de joueurs qui ont été dans la Ligue canadienne de cette équipe-là. Donc, tu sais, il y avait vraiment beaucoup de potentiel. Mais moi, qu'est-ce qui m'avait le plus surpris de ce game-là, puis c'est le jeu de Mace, ça nous avait un peu seté le ton, puis ça nous avait aidé. C'est la foule, l'hostilité de la foule, le bruit quand on est arrivé là-bas, on ne s'attendait pas à ça. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je me souviens même plus si on avait un silent count, si on avait préparé ça pendant la semaine. J'avais été comme « Oh my God! » Puis nous, on est arrivé un peu cocky aussi. On était confiants. On pompait un peu la crowd quand on embarquait. Nous, on est arrivés, on était les petits Québécois cocky, là, mais on était confiants en nos moyens. Mais ça a tout qu'un match avec
deux bonnes équipes de football qui se sont affrontées, mais c'est des jeux comme Pascal qui a fait en début de game, qui a fait toute l'année, qui nous a vraiment bien. En même temps, quand Pascal parlait de lancer du côté court, ben moi, dans nos pratiques, ben on commençait tout le temps avec un no-huddle offense, fait qu'on lançait tout le temps, on roulait puis on pratiquait ça. Puis quand Pascal était du côté court, moi, je ne lançais pas du côté court. Je ne l'essayais pas même. On parle de la foule, parce qu'il y avait 11 000 personnes dans le gradin au stade Ivor-Wynne à Hamilton. Puis j'ose croire qu'ils étaient pas mal craqués quand Hamilton est revenu de l'arrière parce qu'ils ont repris les devants 32-29. Mais l'attaque s'est levée au bon moment ensuite. Puis Mathieu, tu avais été au cœur de cette drive-là par la suite. Hein. Mais ce qui est arrivé défensivement, ça a dû être difficile également parce qu'il avait changé de carrière. Archibald est embarqué, c'est une recrue qui n'avait rien à perdre. Puis on s'entend, Pascal, il se lignait à la balle. Là, il lançait bien le ballon là, cette journée-là. C'est là que ça a changé la game. Ouais. En même temps que j'ai donné le ton, j'ai fait changer la game parce que ce qui est arrivé, c'est que c'était John Beahy, le carrière, puis je l'avais intercepté sur sa première passe. Puis, les comiques, puis en même temps, Marshall, c'est un gars qui a du caractère. Deuxième série, il réessaye une passe de mon bord, puis j'ai failli l'intercepter encore. Tout de suite après, il a pris son carrière, il l'a sorti. Puis tu vois Archibald, le gars qui joue dans Remember the Titans, c'est arrivé, le gars de 6'6", grand blond, il ressemblait à Matt, mais plus svelte, plus mince un peu. Là, on dit, qui, lui? Là, il se met à lancer des balles juste du côté long. J'étais éliminé pour le reste de la game. Mais des carrières comme ça qui lançaient des balles au sideline du côté large, nous, on n'en avait pas vu de l'année. Puis il s'était mis à exploiter notre sideline. Bam! Bam! Puis là, oh! Puis tu sais, Lambsdon, en début de match, on l'avait blessé. Il était sorti. Et quand l'autre s'est mis à jouer, l'autre est revenu, Lambsdon. Il s'est mis à courir. Puis là, on met 29 à 25. Ils pognent la balle. Puis là, ils ont un quatrième quart. Puis là, ils drive. Ils scorent. Puis là, ils prennent les devants. Tu as dit... 32-29. 32-29. Puis je me souviendrai tout le temps, il restait à peu près 4 minutes quand ils ont scoré. 4-5 minutes au quatrième quart. Mathieu vient me voir et me disait « Hey, Mace, inquiète-toi pas. I got this. » Quand Matt il disait ça, c'était fait. On était good. La seule affaire, c'est qu'il a scoré en dedans d'1 minute. OK? Fait que là, j'ai comme dit, Matt, merci, t'as scoré trop vite, mon gars. Les autres, ils avaient levé les voiles. Ils repognent la balle. Il reste même pas 3 minutes, je pense, à la game. Après le toucher de Mathieu, il reste 2 minutes 33. Non, tu vois? Là, nous autres, tu sais, moi, je me souviens de Glenn, là, on avait plusieurs formations, des formations plus heavy, où ce qu'on veut défendre la course, des formations un peu plus légères, où ce qu'on veut défendre la passe. T'sais, là, Glenn, il envoyait un joueur, il levait le ballon, et il en ressortait un autre, il courait à la balle. Puis là, à un moment donné, puis là, ça brassait. Là, à un moment donné, Glenn nous envoyait des joueurs, puis Francis Boivin, puis moi, qu'on était les capitaines de la défensive, on repognait les joueurs, puis on les renvoyait. On disait, laisse faire, on va jouer en base, C'était la cohue totale. Cette drive-là, on a arrêté de respirer littéralement pendant 2 minutes et demie. Et vous avez tenu bon? Oui. On a tenu bon. On a tenu, je pense qu'à la dernier jeu de la game, il doit être au 25 à peu près. Oui, une longue passe, puis JP Lanty, chaud au bout des doigts. Bien, ça, c'est l'avant-dernier jeu. Ah oui. Le dernier, ils ont essayé de venir de mon bord pour me surprendre. Ouais, on a rabattu le ballon, puis ça a fini là. Ouais. Donc, vous gagnez la Coupe Mitchell, vous avez votre billet pour Toronto pour la Coupe Vanier. Et là, vous retrouvez les Huskies de St. Mary's, de l'entraîneur-chef Blake Neal, les mêmes Huskies que vous aviez battus, Mathieu, en 99, que vous aviez battus à St. Mary's un peu plus tôt dans la saison. Puis, comme tu l'as dit, à ce moment-là, je pense que vous étiez probablement favori, mais c'est quand même les Huskies qui allaient pour une 3e Coupe Vanier de suite, ce qui était du jamais vu dans l'histoire. C'était quoi l'état d'esprit avant cet affrontement-là dans la semaine de préparation? Bien, on savait que les Huskies avaient une grosse équipe de football. On le savait que notre match qu'on avait gagné par 40, ben, c'était pas vraiment représentatif, comme j'ai dit tantôt, à cause qu'il y avait eu 6 ou 7 turnovers. Mais tu sais, une équipe que nous, pendant qu'on s'est battu contre McMaster, que ça a été des gars de tranchée, on est bing-bang, magané, grosse game émotive, ben eux autres, ils ont joué contre Simon Fraser, je pense, puis je pense qu'ils ont gagné 79-0. Tu sais, ils leur ont donné une bonne... Pour gagner contre une équipe 79-0 qui représentait la conférence de l'Ouest, qui était quand même forte dans ce temps-là, ça voulait dire qu'il y avait une bonne équipe. Ça, c'est sûr et certain. Fait qu'on le savait qu'on allait en avoir pour notre argent, puis il fallait être prêt. Et il y avait
17 828 spectateurs au Skydome pour la Coupe Vanier 2003. Et plusieurs personnes étaient montées de Québec pour assister au match à Toronto. Est-ce que vous le sentez déjà quand vous arrivez au stade? C'est quoi l'ambiance? Ben écoute, moi tu sais, Matt parlait de McMaster où on a vu la foule hostile. On avait quand même des partisans avec nous, mais clairement, c'était difficile de prendre le dessus. C'était à Hamilton, tu sais, Oui. dans la cour. Là, de la façon que le Skydome est fait, on a vraiment notre foule à nous derrière notre banc. Et moi, je me souviens encore, sur la sortie des joueurs, on est Mathieu puis moi en avant, tu sais, qui sortaient ensemble puis que l'équipe suivait en arrière. Puis quand on embarque sur le terrain, j'entendais que notre monde. Tu sais, j'avais pas l'impression d'être dans un Skydome. J'avais l'impression d'être à Laval avec nos partisans. Puis là, je me suis dit, wow, ça va être spécial. Puis on savait que St. Mary's avait une défensive solide. Donc, défensivement, nous, on savait qu'il fallait sortir une grosse game parce qu'effectivement, la première game, on avait donné des positions de terrain favorables, mais on avait aussi fait des gros jeux à l'attaque, des home runs, là, des longues passes, des longues courses. Mais St. Mary's, ça n'allait pas arriver deux fois. Ça n'allait pas arriver, puis pas à Coupe Vanier. Et comme de fait, c'est effectivement la défensive qui a dominé ce match-là. Des deux côtés, il y a eu des gros jeux. Après la première demi, vous meniez seulement 5-2. Ça donne une idée. Un placement de Nicolas Racine, un toucher de sûreté de chaque côté. Glenn, à ce moment-là, c'est sa 3e année comme entraîneur-chef. Évidemment, il était là en 99 comme adjoint, mais sa première présence en finale de la Coupe Vanier comme instructeur-chef. Comment vous le voyez à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il vous dit dans le vestiaire à la demi, Glenn? Ouf! Mais si tu viens de ça, moi, je me souviens plus. Ben, ça fait longtemps à Matt, là. Glenn, c'est pas nécessairement un gars de speech. C'est pas un coach qui va arriver avec des discours flamboyants. C'est un gars d'émotion. Puis quand, dépendamment de l'émotion qu'il vit, mais des fois, il n'y aura pas grand-chose à... C'était pas une année où on avait besoin de beaucoup de discours. C'était une année aussi que les leaders prenaient beaucoup de place dans le vestiaire. Donc, Glenn n'avait pas nécessairement... toujours, tu sais, des fois, tu as un coach, tu sais, il faut que tu motives tes troupes, etc. C'était plutôt, je dirais, plutôt calme là, dans le vestiaire. Glenn n'avait pas nécessairement dit quelque chose de particulier, mais moi, mais tu sais, j'ai toujours su que Glenn, c'était un coach au-dessus, dans les meilleurs, sinon le meilleur. Mais ce jour-là, à 5-2, quand il avait fait son call, je ne sais pas si tu te souviens, Matt, mais avec les unités spéciales, tu sais, c'était un 3e et 1. Il avait gardé l'attaque sur le terrain. À la dernière seconde, il a changé l'attaque. Il a ramené l'équipe de dégagement. Puis l'autre équipe s'est retrouvée avec un joueur de trop sur le terrain. Ouais. Et on a eu un premier jeu et on est allé marquer suite à ça. Et c'est là qu'on a pris les devants par 7 points, ce qui nous a permis ultimement, en fin de game, lorsqu'on en parlera, de voir que si on n'avait pas ce placement-là, mais c'est pas le même score. Pour moi, ça a été le call de l'année. Puis ça, c'est Glenn qui avait orchestré ça. Puis c'était à la Bill Belichick. C'était quelque chose de personne n'avait pensé, sauf lui. Et quand je disais tantôt, il y a eu des gros jeux de chaque côté. Ça a apparu beaucoup au 3e quart dans ce match-là. Ça a été assez mouvementé à différents égards. Les Huskies ont réussi des interceptions sur 2 séquences à l'attaque de suite. Mais après la 2e interception, tout de suite un revirement. Un échappé provoqué par Francis Boivin, récupéré par Philippe. Et j'imagine, Mathieu, tu devais t'en vouloir à ce moment-là, mais la défensive a fait le travail à chaque fois. Ben moi, je me souviens, la première interception, c'est une passe à Jean-Frédéric Tremblay. Puis Jean-Frédéric était ultra rapide. C'est probablement un des receveurs que j'ai lancé le ballon qui était ultra rapide. Puis dans un Skydome comme ça, les conditions étaient idéales. Puis moi, j'avais confiance. Fait que je me suis dit, Matt, faut pas que tu l'overthrow, tu sais. Fait que j'avais lancé. J'étais supposé de faire 3 pas. Finalement, j'avais fait 5 pas. Fait que la balle a été underthrown. Fait que là, j'étais là, oh my God, j'ai fait underthrown la balle, intercepté. Là, après, ça a été une passe qu'il a frappé mon receveur, que la balle était nécessaire interceptée. Mais tu sais, je me sentais en possession. Tu sais, je me sentais pas comme, oh my God, je joue vraiment de mauvaise. Tu sais, je me sentais en possession de moyens. Puis je me souviens quand j'étais sorti, puis qu'on venait de se refaire intercepter, j'avais comme regardé la défense comme « Hey, redonnez-nous le ballon, on va aller scorer », puis bang, ça avait pris un jeu. Eux autres, il y avait un genre de reverse avec leur gros porteur. Leur gros porteur, là. Puis là, tout de suite, Thunder puis Lightning. Tout de suite, Frank, il l'avait lu.
Puis bang, il avait repogné le ballon. Puis là, même ça, là, moi, j'étais tellement content qu'il nous ait redonné le ballon tout de suite. Là. Mais ouais, c'est ça. Gros jeu, en tout cas, notre défensive avait steppé up toute la game. C'est justement là que ça a débloqué par la suite. En fin de troisième quart, seul touché du match. Ça s'est fait notamment sur 2 gros jeux. Matt, parle-moi de cette séquence-là, parle-moi de cette drive-là. Qu'est-ce que tu te souviens de cette drive-là? Je me souviens qu'on avait des hitch screens, puis on a lancé tout simplement Jean-Frédéric Tremblay, puis on a un receveur intérieur qui allait bloquer le corner. Puis Jean-Frédéric a pogné la balle, puis avec sa vitesse légendaire, il s'est fait comme accrocher l'épaule. Il a quasiment tombé, une main au sol, puis il a décollé, puis là, il a battu tout le monde de vitesse. Fait que c'était huge. Moi, je me souviens d'avoir couru après lui, fêté dans l'end-zone. Il y avait une coupe de hockey canadienne, je pense, qui était sur le bord du terrain, qui fêtait avec nous autres dans l'end-zone. C'était le party. On le savait là, que là, on venait prendre une bonne option sur la game. Oui, absolument. Puis il y avait eu juste avant un gros catch de Jean-François Roméo de 39 verges qui vous amenait au 30. Donc il y avait aussi, me souviens, un gros catch de Phil Plamondon là, qui sortait en skateboard. Je me souviens d'un gros screen de Geronimo aussi. Là. Ouais, Geronimo, là, il avait bien couru toute la game parce que Saint-Mary... Il n'avait pas beaucoup joué dans l'année, lui. Il avait pris son allée, puis c'est vraiment dans les playoffs que Geronimo a pris sa place. Là. Puis Geronimo, justement, il a pris avantage que même St. Mary's, dans les années précédentes, moi, je leur avais fait beaucoup mal par la course. Donc, ils respectaient beaucoup les play-action puis les bootlegs. Donc, les rushs puis les hands, les gars de bout de ligne, au lieu d'aller compresser le jeu, eux autres, ils faisaient toujours venir me contenir, ils me contenaient. Puis moi, j'en profitais puis j'allais à l'extérieur. Fait que ça l'ouvrait beaucoup des cutback lines. Puis Geronimo, il les prenait là, toute la game. Il a couru comme un champion avec ça. Puis crédit à la ligne offensive aussi. T'es pas mauvaise non plus, hein? T'es pas mauvaise. J'avais pas même bleu quand je finissais les games. T'as 6 gars, je pense, sur la ligne à l'attaque-là, qui ont été repêchés dans la CFL. Oui, c'est gros. Et Huerta Flores avait été nommé joueur du match après cette performance-là. Donc, après le toucher, c'est 12-2. St. Mary's accorde un toucher de sûreté à la fin du troisième quart, 14-2. Là, il reste 15 minutes. Qu'est-ce qu'on se dit sur le sideline? Qu'est-ce qui se passe? Nous, défensivement, il ne faut pas donner de gros jeux. Ouais. À 14-2, l'attaque peut-être ne marque pas des points comme en ont marqué pendant l'année puis qu'on était habitué. Mais Mathieu, il l'a bien dit tantôt, Mathieu ne nous a jamais donné l'impression de ce n'était pas en contrôle. Il avait la même face que quand on menait 92-3 contre Bishop. Il avait le même body demeanor. Je ne sais pas comment ça se passait en dedans dans sa tête, mais qu'est-ce que nous, on avait comme réflexion? C'était un gars en contrôle. Donc, à la limite, nous, ce qu'on se disait, c'est qu'il ne faut pas que ça marque, qu'il marque un toucher de 70 verges en 15 secondes. Là, tu donnes un momentum. À la limite, même s'ils font une drive, puis qu'ils scorent, puis qu'il reste 7 minutes à la game, c'est encore pas si inquiétant. Puis défensivement, on était tellement prêts pour ce game-là. Puis ce qui est bizarre, encore aujourd'hui, je me questionne, c'est que St. Mary's arrivait toujours avec les mêmes plans de match. Le plan de match offensif contre St. Mary's à la Coupe Vanier, c'était le même pratiquement que quand on les a joués dans la saison. Les mêmes motions. Puis si tu donnes ces clés-là à Marc Fortier puis à Glenn, tous nos ajustements. On a parlé de l'échappée créée par Francis Boivin. La motion, on l'avait vu, cette motion-là. Leur gros porteur, là, il ne se mettait jamais là, sauf quand il faisait ce jeu-là. On l'a tout de suite vu. On avait un call. On a callé pratiquement un jeu défensif toute la game. On devait avoir 6-7 checks par rapport à leur formation. On a joué que ça. Que ça. On se plaçait, bam, bam, on callait les jeux, puis on était exactement à la bonne place. On n'était pas trop nerveux jusqu'à la dernière drive, je dirais. Puis, nous, offensivement, Mathieu, c'est quand même assez simple. Tu mènes par 12. Tu as une grosse défensive qui est la défensive de Laval en arrière de toi. Nous, ce qu'on essaie, c'est tu commences à essayer de moins en moins de passes, de contrôler le temps, contrôler le clock, pas faire d'erreur. Tu fais confiance à ta défensive. Puis à partir de là, tu laisses le jeu aller, puis c'est ça que tu passes. Tu dis, Pascal, que vous n'étiez pas nerveux sauf pour la dernière drive, mais je vous rappelle un moment qui aurait peut-être pu changer la donne, qui aurait pu faire mal aussi, parce que, après ça, il y a eu un autre toucher de sûreté qui faisait 14-4, mais ballon échappé sur un retour de Botté à la ligne de 20. De Mathieu, me semble. Mais vous avez tenu bon. Les Huskies ont dû se contenter d'un placement. Ça a fait 14-7 à ce moment-là, mais ça a été gros, là, ce stop-là de la défensive.
Oui, c'est vrai. Je me Je me souvenais pas souvenais plus, moi. je me souvenais pas de ça, mais je viens de m'en souvenir. Puis encore là, tu sais, moi, je jouais avec Mathieu Proulx à côté de moi toute l'année. Puis, tu sais, c'est mon coloc, c'est mon chum. Puis, il vient d'échapper le ballon sur le retour de Botté. Puis, il est un peu démuni. Puis, je me souviens qu'on se regarde et on dit Hey, Matt, man, on les arrête dre, là. Tu sais, on les arrête là. Ils ne partent pas avec plus que 3 points. Puis, il avait fait un méchant jeu en plus dans ce drive-là. En fait, il n'y avait pas eu de drive. Il me semble que ça a fait 1-2 field goal. Puis, il avait fait un méchant jeu, justement, sur une passe, Matt. Puis, il avait fait un placement. Puis, on intervenait au banc. On disait, hey, regarde, tu sais, on est là. On est là parce qu'effectivement, c'était énervant, ce revirement-là, je me souviens. Tout énervant un peu en fin de game. Là. Ça rend, c'est parce que tu as le contrôle. Tu as le oui. contrôle jusqu'à temps que tu ne l'aies plus. Hein? Dis-toi que c'est pas mal moins stressant quand tu es sur le terrain que quand tu es sur le banc parce que quand tu n'as plus rien, quand c'est ça, là, tu fais rien. Hein? Non. Et évidemment, la pression était forte sur la dernière drive, comme on le disait. Avec moins d'1 minute à jouer, les Huskies ont une dernière chance en attaque. Et le corps arrière, Bill Robinson, tente une longue passe qui s'interpose devant le receveur pour l'interception. Ouais. Pascal Masson, mesdames, messieurs. Puis encore là, encore aujourd'hui, je me dis, il n'a pas bien fait ses devoirs parce que jamais il aurait dû tenter ce qu'il a fait là. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une première lecture. Puis Bill Robinson, c'était un gars qui était capable de courir, qui était très athlétique. Et là, il y a eu sa première lecture, puis on le savait quand on enlevait sa première lecture à cette carrière-là, il était un peu pris après. Puis effectivement, ça faisait partie de toutes les audibles, toutes les checks qu'on faisait avec Marc puis avec Glenn, qui, dans une formation, on le savait le concept, donc on enlevait tout de suite ses premières lectures. Il arrive, sa lecture n'est pas là, et il décide de vouloir courir avec le ballon. Puis de mémoire, ensemble, c'est Phil Odette qui court après. Puis là, il court. Puis Phil Odette, c'était un gars qui avait des wheels. Il était capable de courir après un gars rapide. Fait qu'il l'écrase au sideline. Puis lui, il recule. Puis à la dernière seconde, il décide de lancer une passe au bout de ses bras. Puis moi, je suis placé, puis je me souviendrai toujours. Je suis placé devant le banc. Et oui, je m'en souviens. Là. Je suis placé, puis là, je me dis, il ne lance pas. Il ne faut pas qu'il lance. Il ne peut pas lancer. Puis là, je me regarde. Il me regarde, tu sais. Il me regarde, mais je vois rien que ce receveur-là. Tu sais, il n'y en a pas deux. Là. J'ai pas d'ambiguïté dans ce que j'ai à faire. Là. J'ai juste lui. Il t'a lancé, mais... Il me regarde. Il va lancer ailleurs. Il va lancer. Ben non, il lance là. À ce moment-là, j'ai dit, tabarouette, it's in the book. J'ai sauté, je l'ai pogné, tombé à terre. J'ai Jean-Philippe Abraham qui est par-dessus moi, grille à grille sur moi, puis il me crie après. Plus beau moment de ma vie, mis à part la naissance de mes 2 enfants. C'est un moment que je vais me souvenir toute ma vie. Et là, le banc. Allez, on était là, tout s'est passé devant nous. C'était magique. Good job, Mace, man. Évidemment, ça... T'en parles? Ah oui, hein? Oui. Évidemment, ça permet à l'attaque de revenir sur le terrain pour mettre un terme au match. Le traditionnel, le genou à terre. Mathieu, parle-moi du moment de ce que tu vis quand tu mets le genou à terre une dernière fois. Ben, tu sais, techniquement, tu arrives dans le caucus, tu fais juste dire, guys, c'est pas le temps de faire une erreur. On reste compose, mais on a gagné la game. Fait que let's go. Just mets un genou à terre. C'est le plus beau feeling au monde, ça. Le knee down, là, tu pratiques ça là, tous les jours d'avant les matchs. Dis comme, hey guys, on va finir la game avec ça. Fait que quand tu es dans le caucus, tu dis knee down, ben, just do it. Le knee down, ça s'appelle victory. Puis le signe de tout coordonnateur à l'attaque, le knee down, c'est les 2 bras dans les airs. Moi, je me souviens de ton knee down, Nat. Ding! 2 bras dans les airs. C'était... Ouais. Yeah. Avec les fans de Laval en feu dans le Skydome, avez-vous l'impression de fêter comme si vous étiez à la maison? On a fêté le soir pas mal comme si on était à la maison. Je parlais encore dans le stade, là, ce moment. Oui. On a de la famille qui est sur place, on a des amis. Hein, c'est euphorique. C'est plus de garocher, tu sais. Mais moi, je me souviens, la première Coupe Vanier, j'avais eu une commotion à la fin de match. Puis tout de suite après la Coupe Vanier, on avait gagné. Là, j'avais été
entouré de médias, puis il a fallu genre que je parle pendant genre 15-20 minutes en anglais, en français, puis mêlé comme une carte. Non, non, non. Cette fois-là, je me souviens très bien d'avoir dit aux médias, regardez là, c'est ma dernière année, on vient de gagner la Coupe Vanier, je vais fêter, puis je vais venir vous parler après. Là. Tu sais, je voulais pas me faire déranger, je voulais passer ce moment-là avec mes amis et avec mes coéquipiers. J'avais pas envie de commencer à être devant les médias ou des affaires comme ça. J'ai vraiment profité parce que je te cacherai pas, la Coupe Vanier en 99, là, je l'ai vue quand je suis rentré dans le vestiaire. Ouais. C'était décevant un peu. Avec un cigare éteint dedans, tu sais, j'étais comme, ouais. C'était pas sexy. Ça, ce que Mathieu, tu sais, ça, c'était la chance d'avoir un gars qui avait été à la Coupe Vanier comme Mathieu. Il n'y en avait plus beaucoup dans l'équipe à ce moment-là. Il y en avait quelques-uns quand même, mais tous les médias avaient respecté ça. Ouais. Mis à part un ou deux médias peut-être anglophones qui ne nous connaissaient pas nécessairement, mais tous les médias de Québec et du Québec nous avaient attendus après les vestiaires. On avait été dans les vestiaires, on avait été fêtés, puis à un moment donné, on était sortis quelques joueurs pour aller parler aux médias. Mais tu sais, ça, c'était une belle preuve aussi de vouloir respecter de festoyer cet événement, puis d'aller voir notre famille dans les estrades, puis après de soulever la coupe, tu sais. Non, c'est ça. Ça, c'est le moment. Le moment. Toi, c'était ta première fois, Pascal. Oui. Tu soulèves ça, tu... Mais c'est là-tu encore? Hein? Puis ça, là, la bague, là, on avait eu un comité qui était Mathieu et moi, et cette bague-là, vous irez voir la bague de la Coupe Stanley des Devils de New Jersey. Ah, Devils ou Détroit? Oui, les Devils de New Jersey. Ouais. C'était dans la Coupe Stanley. Puis on l'avait faite, on avait dit, c'est celle-là qu'on veut. Puis moi, je me souviens bien de M. Tanguay, qu'on avait demandé, Matt, tu sais, c'est quoi le budget? Puis il dit, il n'a pas de budget pour celle-là. D'accord, c'est vrai. C'est la plus grosse, d'après moi. Hein, je les ai pas toutes devant moi, là, mais on s'est gâtés. Matt, tu voulais parler de ce qui s'était passé après? La célébration, ça se passe comment? Ouais, ça se passe super bien, respectueux. On a eu du fun cette soirée-là comme pas possible. Mais moi, ce que je me souviens, c'est que le lendemain matin, Salut Bonjour est là. Puis ils veulent nous parler en direct. Mais tu sais, il est 6h30, 7h. On s'en va pogner l'autobus. Puis là, on voit Salut Bonjour. Puis c'est qui qu'on a nominé, tu t'en souviens-tu? Qui est allé parler pour nous autres, Pascal? Hey, Caroline. On n'avait pas dormi beaucoup, hein? Non, Marc-André Dion! C'est lui qui avait été jasé, mais tu connais Marc. Le gars qui jase le moins sa planète. Ben là, OK, je vais y aller. Moi, je me souviens qu'il était là, puis tu sais qu'on est tous à côté, mais on n'est pas vieux, hein? On n'a pas beaucoup d'expérience, puis on a eu une belle soirée, puis on est fiers à la TV, puis ma mère m'avait appelé, moi. On était arrivé directement de Toronto, puis on avait été directement au Colisée. Au Colisée. Ouais, je me souviens de ça. Tu sais, là, être sur une balloune, là. Ah ouais. Ça, là, c'est pas mal la plus grosse balloune que j'ai été dans ma vie où on s'est préparé à la Coupe Vanier, on a joué la Coupe Vanier, on a gagné la Coupe Vanier, on a fêté. Puis après ça, je me suis réveillé, puis on était comme 2 semaines plus tard, là. Ça a été... On l'a travaillé fort et on l'a vécu. Puis ça va rester gravé dans nos mémoires à tout jamais. J'allais vous poser comme question quelle place elle a dans vos souvenirs, cette victoire-là, les gars. Tu viens un peu de répondre. Pascal, toi Mathieu? Ben, ils sont toutes différentes, mais tu les as gagnées toutes avec des années différentes, dans différentes controverses, dans différentes adversités, avec différents coéquipiers. Man, sont toutes, mais celle de 2003, elle est spéciale. Très spéciale. On en a parlé tantôt. On peut dire en quelque sorte que ça a amené, ça a été le début de la dynastie parce que en comptant 2003, on le sait maintenant, le Rouge et Or a gagné 7 des 11 Coupes Vanier suivantes. Mathieu, Pascal, merci d'avoir partagé vos souvenirs de cette Coupe Vanier 2003. Ça a été bien le fun. Merci, ça a été le fun aussi. Salut, Pascal. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, partagez la publication. Puis on se dit à bientôt pour un prochain voyage dans le temps au sein de la voûte Rouge et Or. Ciao!